Bienvenue à votre rendez-vous Média Pro chaque dimanche pour parler justement des médias et de la télévision. Ce soir, nous allons parler de deux médias importants qui ont, disons-le, disparu un petit peu du champ médiatique et audiovisuel. Il s'agit de Russia Today qui a été officiellement fermé en Europe et surtout en France et de la radio BBC arabique qui a éteint ses ondes après 85 ans d'existence. Avant de commencer le débat avec mes compères, Faisal Mettawir, Reda Harirachi et Sofiane Baroudi, nous avons avec nous également Esteban Silva Quadra, analyste politique chilien, pour parler justement de la fermeture de Russia Today. On va regarder le dernier JT de Russia Today et on revient au débat. Voilà, c'était peut-être le dernier journal d'RT France. Alors après toutes les tentatives de fermer notre chaîne en Europe et les pressions que l'on subit depuis plusieurs jours maintenant, vous l'aurez compris, nous ne pourrons bientôt plus exercer notre métier, notre passion de journaliste comme nous l'avons fait pendant plus de 4 ans. Mais RT France, c'est plus que ça. RT France, ce ne sont pas que des journalistes, ce sont aussi des personnels administratifs et des techniciens de talent. Depuis notre lancement et jusqu'à maintenant, notre seul et unique objectif a été de vous informer, de vous donner d'autres points de vue, de respecter les opinions de tous, donner la parole aux invisibles des grands médias traditionnels également, que ce soit en France ou à l'étranger. Et nous l'avons toujours fait avec la plus grande vigilance journalistique, en totale liberté jusqu'au bout. Au nom de toutes les équipes d'RT France, nous souhaitions vous remercier sincèrement pour votre fidélité tout au long de ces 4 années. Voilà, c'était le dernier JT de Russia Today France, RT France, qui a été présenté par Samantha Ramsamy, une présentatrice d'origine ruanaise qui a fait ses adieux aux téléspectateurs français. Cette annonce intervient justement après l'annonce des gels des comptes de l'entreprise de la télévision russe à Paris et qui a conduit automatiquement à la fermeture de la chaîne. Messieurs, ça se passe en France, au pays de la liberté d'expression. RT, une chaîne russe, elle existe toujours en dehors de l'Europe. Hein. Ça veut dire que c'est pas parce qu'elle a été arrêtée qu'en Europe qu'elle n'existe pas. Elle est toujours diffusée en Afrique, y compris en Algérie. On peut retrouver ses vidéos sur la plateforme YouTube. C'est pas le cas en Europe parce que le Conseil de l'Europe a décidé, comme vous le savez, après le début de la guerre en Ukraine, le 24 février 2022, a décidé de sanctionner les médias russes, Sputnik, qui est l'agence russe, qui publie en plusieurs langues, et également RT, qui est l'ancien Russia Today. Russia Today ne diffuse pas qu'en français, elle diffuse en anglais, en espagnol. Plusieurs langues, en fait. Elle diffuse toujours en Amérique du Sud, elle est toujours présente en Afrique, en Asie, donc pas uniquement en Europe. Et en France, la décision récente, c'était celle de fin janvier, 21 janvier dernier, lorsque le ministère de l'économie français a décidé de geler les avoirs de cette entreprise parce qu'il n'a pas... En application des sanctions européennes. Parce que, oui, ça a été expliqué comme ça d'ailleurs à l'agence AFP, en disant que... D'ailleurs, c'est le ministre français de l'économie qui s'est expliqué sur cette fermeture et qui avait déclaré en application des sanctions européennes les plus récentes et non à l'initiative directe de l'État français. Oui, c'est un peu pour se couvrir, pour dire se dédouaner, quoi. C'est pas la France qui a coupé ça, parce qu'évidemment, il y a des syndicats qui ont protesté, des syndicats français. Parce oui, que entre autres, ouais. RT France emploie aussi des journalistes français, au moins 77. Il y a 77 titulaires de la carte de presse française. Hein. Non, 176, il y a 123 salariés. Absolument. Donc, quand on arrête un média, on arrête aussi des journalistes. On porte atteinte à l'emploi. Les protestations n'ont pas été écoutées, puisque globalement, tout le monde a salué cette décision, y compris des organisations qui sont supposées défendre la liberté de la presse dans le monde. Reporters sans frontières en premier. Cette organisation n'a absolument rien dit sur cette affaire, alors qu'il s'agit bel et bien d'une censure. Même s'il s'agit d'une sanction européenne, on ne sanctionne pas les médias de cette manière. On peut les laisser diffuser, on peut leur apporter la contradiction, c'est le débat libre défendu par l'Europe, y compris par la Commission européenne et le Conseil de l'Europe. Mais lorsqu'il s'agit de médias français, notamment RT, on a tout de suite qualifié ça de médias de propagande, proches du Kremlin, etc. Donc on a
on est passé, si vous voulez, à une militarisation de l'information. Ça veut dire que les médias sont considérés comme des relais de la guerre qui est menée en Ukraine par l'armée russe. Donc c'était vraiment une décision politique qui n'est pas du tout fondée sur des principes de droit. Laissez-moi écouter un petit peu l'avis de Esteban Silva Cuadra, qui est en direct avec nous par Skype. Monsieur Silva, vous êtes avec nous? Bonsoir. Ou bonjour, hein, puisque vous êtes au Chili, hein, si je ne me trompe pas. Voilà. Oui, c'est le soir déjà ici. Oui. Monsieur Silva, bonsoir. Bonsoir. Alors, la fermeture de Russia Today, dont vous êtes l'un des principaux intervenants sur les différentes chaînes, soit en langue espagnole ou en langue française, peut-on la considérer comme une atteinte à la liberté d'expression? Oui, c'est complètement une atteinte contre la liberté d'expression. Ça montre aussi que l'Occident, notamment la France et l'Union européenne, sur le plan politique, disons, a du poids et du mesure, a un discours de respect à la liberté de la presse, mais quand il s'agit de refuser ou empêcher que la vérité et d'autres points de vue, notamment maintenant sur les conflits qui confrontent la Russie contre les États-Unis, l'OTAN sur le territoire de l'Ukraine, ça montre qu'ils ont un discours très hypocrite par rapport à la liberté de presse. C'est une attente à la liberté de presse, non pas. Deuxièmement, c'est une mesure politique, même si c'est caché, que c'est pas le gouvernement français qui l'a fait, etc. Mais c'est clair, c'est une politique qui montre qu'ils sont une politique hypocrite, vraiment qu'il faut refuser, et que maintenant, finalement, la situation de fermer Russia Today en France montre vraiment que la presse hégémonique sous les intérêts Monsieur Silva, restez avec nous. Allô? Vous êtes là? Monsieur Silva, restez avec nous. On va écouter un petit peu l'avis de Sofiane Baroudi. Sofiane, cette fermeture n'est pas la première. Ça a été fermé, la chaîne a été fermée un petit peu partout en Europe. Pourquoi la fermeture de RT France a fait autant, disons, d'incidence sur la liberté d'expression en Europe? Je pense déjà qu'il y a deux temps. Le premier temps, c'est la fermeture pure et simple de RT qui a continué d'émettre par d'autres moyens, notamment via VPN. Via VPN, mais aussi sur des plateformes comme Odyssey. Et la deuxième étape, c'est les sanctions financières, c'est-à-dire c'est la fermeture pure et simple des comptes et des avoirs de RT en France, mais c'est aussi le strikage de la diffusion satellitaire dans les autres pays d'Europe, c'est-à-dire de RT, de Sputnik et de tous les satellites russes qui émettent. C'est-à-dire, c'est, si vous voulez, une façon d'empêcher complètement toute opinion qui proviendrait de la Russie, notamment sur la question ukrainienne, de pouvoir être diffusée au public européen. Il s'agit clairement d'une mesure de guerre. D'ailleurs, on reproche à Arte d'être le principal organe de la propagande, comme si les autres chaînes, par exemple occidentales, ne servaient pas aussi les intérêts de la propagande, notamment dans un contexte de guerre de très haute intensité en Europe. L'information revêt, si vous voulez, un caractère hypersensible qui peut y compris changer les rapports de force tactique sur le terrain. Par exemple, tous les médias occidentaux parlent depuis quelques semaines de chars d'assaut, d'avions de chasse, de missiles longue portée qui devraient être fournis à l'armée ukrainienne par la coalition transatlantique. Du coup, il y a vraiment un aspect, si vous voulez, directement martial à cette fermeture, vu que RT est considéré comme étant un peu l'organe. Sinon, il y a aussi d'autres velléités, c'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas au fait, si vous voulez, de violer la liberté d'expression ou de commettre des actes de rétorsion financière. Il y a aussi le volet, par exemple, le rédacteur en chef de RT, qui est un Letton, est allé fêter Noël chez sa famille. Il a été arrêté par la Lettonie, qui est un pays qui est balte, qui fait partie de l'OTAN, et il a été arrêté pour espionnage, alors que c'est un journaliste qui est reconnu, qui est rentré dans son pays pour justement la fête de Noël. Il y a aussi, il faut s'en souvenir, l'assassinat d'une journaliste, la fille d'Alexander Dugina. C'est-à-dire que, si vous voulez, il y a vraiment une militarisation de l'information
de la part du camp occidental qui reproche en contrepartie à la Russie aussi d'utiliser l'arme de la propagande, ce qui est quelque chose de naturel. RT, si vous permettez Salim, RT ces derniers jours a rapporté par exemple des informations qui n'ont pas été rapportées par les autres médias, notamment une manifestation à Berlin contre les livraisons des armes allemandes en Ukraine. Exactement. On avait des images, on avait des slogans, donc ce n'est pas vraiment un montage ni une propagande. Même sur la répression dans les différents pays. Il y a eu une manifestation en Pologne aussi, à Varsovie, contre l'implication du pays dans le conflit ukrainien. Plusieurs manifestations. Oui, en Grande-Bretagne, des drapeaux suédois brûlés devant l'ambassade de Londres en réponse au Coran brûlé en Suède. Donc, c'est des informations que vous n'allez pas trouver dans les autres médias. Mais, ou sinon, si vous les trouvez, c'est un petit filet. Ils sont orientés vers les intérêts n'a pas la même audience que les chaînes d'infos françaises, comme BFM, comme CNews ou en France. LCI. En France, on parle en France. Oui. Pourquoi la fermer en France? Puisque elle ne gêne pas les autres chaînes. Non, elle a gêné bien avant la guerre de l'Ukraine, parce que rappelez-vous. Pendant la guerre en Syrie. La crise des Gilets jaunes. À cause des Gilets jaunes, justement, parce que cette chaîne, les autorités françaises ont reproché cette chaîne. Rappelez-vous, déjà en 2017-2018, il y avait déjà des critiques contre la chaîne, parce qu'elle donnait la parole au mouvement des Gilets jaunes, et également à d'autres mouvements sociaux en France. Ça ne pouvait pas, si vous voulez, être adapté à une politique où on a, c'est surtout ces dernières années, tendance à minimiser les mouvements sociaux, pas uniquement en France, mais en Espagne, en Italie, en Allemagne et dans d'autres pays. Et quand un média apporte un autre point de vue, normalement en démocratie c'est accepté. Alors, mais bon, c'est une démocratie à double variable. Reda Harirash, vous êtes l'un des intervenants sur le Russia Today. Vos premiers pas dans le journalisme à l'écran, c'était sur le Russia Today. Vous intervenez pour parler justement de la crise en Syrie, de la crise en Turquie. À votre avis, est-ce que le fait de fermer Russia Today en France, c'est une atteinte à la liberté d'expression, mais surtout la fermeture d'une tribune ouverte pour la démocratie médiatique? Cette chaîne, elle a été matraquée dès le départ, dès qu'elle a ouvert ses portes. Hein. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler du contexte. 2017, on était encore en plein conflit syrien. Et vous intervenez souvent justement sur ce contexte-là. Oui, parce qu'en Europe et plus particulièrement en France, il y avait une certaine frilosité par rapport à cette question syrienne. Et par conséquent, moi, j'ai fait preuve d'une certaine liberté de ton, c'est-à-dire pour dire que bon, il y a plusieurs acteurs qui sont en train ou qui étaient en train de se battre en Syrie, et on l'a vu notamment à l'occasion de la bataille d'Alep, qu'il ne pouvait pas y avoir uniquement qu'un seul son de cloche, et qu'il ne fallait pas avoir une vision partisane. Dans le conflit syrien, il y a beaucoup d'acteurs qui étaient impliqués, et plusieurs pays. On ne peut pas fermer les yeux sur tel et tel pays, puis laisser d'autres pays, par exemple, s'activer. Et à partir de ce moment-là, on a vu que petit à petit, il y a eu un resserrement un peu du champ médiatique en France notamment. RT était considéré quasiment comme étant un média alternatif, et qui est suivi par beaucoup de citoyens français, notamment parmi ceux qui ne croient plus dans les élections, par exemple, qui disent que voilà, parmi cet électorat abstentionniste qui refuse d'aller donc aux urnes, que ce soit pour les élections législatives, présidentielles ou autres, RT était devenu en quelque sorte le porte-voix de toutes ces personnes qui sont à la recherche d'une information crédible, différente et qui tiennent la route, qu'ils soient d'extrême gauche ou d'extrême droite. Qu'on appelle les antisystèmes. Voilà, c'est-à-dire que RT n'était pas uniquement un média dissident par rapport au contenu qui était présenté par les autres médias en France, mais beaucoup de petites gens, par exemple, qui étaient assez défiants vis-à-vis de ce qui est considéré comme les médias mainstream, avaient tendance à regarder cette chaîne-là parce qu'elle a apporté indéniablement un vent de fraîcheur. Pardon, Faisal, c'est juste pour dire aussi que, contrairement à ce que certains médias français écrivent ou disent, le Russia Today n'est pas la nouvelle Pravda. Donc, c'est un média qui est ouvert aux autres tendances, aux autres sans cloche, et surtout qui a permis à certains opposants justement à la politique
internationales de la France, par exemple, de s'exprimer sur leur plateau, parce que ce n'est pas le cas sur les autres chaînes d'info. Parce qu'à un moment donné, un rédacteur en chef de Russia Today disait « Nous donnons la parole aux invisibles des médias traditionnels ». Tout à fait. Ça veut dire que les médias traditionnels, les médias mainstream, comme l'a souligné Reda, TF1, France 2... Oui, rappelez-vous, lors du mouvement des Gilets jaunes, les militants de ce mouvement sont allés manifester. Il y a eu même des appels pendant les manifestations des Gilets jaunes où justement Russia Today avait donné la parole à pas mal d'intervenants là-dessus. Beaucoup de médias sur les plateaux de télévision, notamment CNews et BFM TV, avaient appelé à la fermeture déjà de... Parce que les gens sont allés manifester devant BFM TV. Tout à fait. C'était un peu unique. Bon, c'est vrai que BFM TV a ouvert son antenne après aux militants qui ont même critiqué la chaîne, ce qui est un acte professionnel, mais disons qu'on globalement une chaîne, effectivement, parce que comme l'a souligné Reda, agacée par le discours, parce qu'il y avait aussi de l'analyse dans RT, pas uniquement l'information. Oui, tout à fait. Oui. L'analyse par rapport à la présence de certaines puissances en Afrique, par rapport à la guerre, avant la guerre. Il faut préciser que certains présentateurs et journalistes, c'était des anciens de France 3, de Canal+. C'est des journalistes français. Des journalistes français qu'on ne va pas les soupçonner d'espionnage ou de quoi que ce soit, c'est des journalistes professionnels qui disaient malheureusement, entre guillemets, autre chose que ce que disaient les médias mainstream. Parce que maintenant, le danger dans beaucoup de pays européens, c'est la concentration des médias au moins des milliardaires, qui commence à poser un véritable problème, parce qu'il y a une pensée unique qui s'installe, et c'est critiqué même en France, y compris par les syndicats, par les organisations qui suivent un peu ce mouvement, par le Parlement français lui-même, l'Assemblée nationale, qui a ouvert le débat sur la concentration et les dangers que cela fait peser sur la liberté d'expression. Maintenant, RT, parce que les médias russes maintenant sont en train de se déployer en Afrique, beaucoup sur les sites internet, etc. Et la chaîne suisse, par exemple, il y a 2 jours, 3 jours, qui parlait d'un redéploiement douteux de la propagande russe en Afrique, etc. Ça veut dire que même en dehors de l'Europe, cette chaîne commence à agacer. Donc c'est plus une question de propagande. Elle a remplacé un petit peu France 24 en Afrique. Elle est en train de remplacer beaucoup de chaînes. C'est pas uniquement les Russes, il y a aussi les Turcs, les Chinois, etc. Et je pense que la prochaine phase, à mon avis, dans cette guerre livrée aux médias qui livrent un autre discours, va se déplacer vers les médias chinois. Ce qui est étonnant dans cette affaire, c'est que nous avons assisté à une avalanche de critiques, et surtout sur les plateaux de télévision des chaînes d'infos comme BFM TV, même France 5. J'ai vu un sujet sur France 5, qui est un média public, qui ont sévèrement critiqué cette chaîne et ont appelé à sa fermeture. On écoute, si vous permettez, un journaliste du quotidien Libération, qui a donné son point de vue, c'est un éditorialiste, qui s'exprimait justement sur la chaîne digitale de Libération, le célèbre quotidien Libération, et qui commentait la fermeture de Russia Today. Russia Today est plus une arme de guerre qu'une chaîne d'infos. Après le gel de ses comptes en France, le Kremlin prévient il y aura des mesures de rétorsion contre les médias français. Mais RT, Russia Today, n'est pas un organe de presse. Son travail n'est pas journalistique, c'est même exactement le contraire. Ce n'est pas une chaîne de service public, c'est une chaîne d'État, et en plus d'un État totalitaire. Russia Today n'a pas la maîtrise de sa ligne éditoriale, celle-ci est fixée par le Kremlin. Mécaniquement, le statut des faits et de la vérité passe au second plan. Il faut différencier les faits, l'opinion, de l'intérêt national. Alors messieurs, quand j'ai écouté ce témoignage ou cette déclaration d'un journaliste de Libération, un journal qui a été de gauche, il faut le rappeler, fondé en 1973, qui a été fondé par Jean-Paul Sartre et Serge July, entre autres, et qui déclarait dans un discours d'extrême droite carrément, critiquant un petit peu le Russia Today. Je rappelle que Libération aujourd'hui appartient à l'homme d'affaires Patrick Drahi, qui est aussi propriétaire de BFM TV et de la chaîne d'info israélienne I24. Et de plusieurs journaux aussi à l'occasion. D'ailleurs, Patrick Drahi est actuellement au cœur, si vous voulez, d'une enquête très importante menée par des médias alternatifs qui s'appelle les Drahi Leaks, sur justement des affaires de malversation, de fuite fiscale, mais aussi de finance BHL, etc. Exactement. Ouais. En fait, c'est le consortium principal que contrôle Drahi, qui contrôle lui-même plusieurs médias, que ce soit des journaux ou des chaînes de télévision,
qui est au cœur d'une enquête qui est menée par des pirates Internet, des hackers indépendants, et qui a été ensuite repris par des plateformes comme Street News, par exemple, qui tous les jours publient des enquêtes sur, si vous voulez, les différentes fraudes, contraventions et même corruption que mène le groupe Drai. Et c'est en ça qu'il y a, si vous voulez, vraiment une forme de double discours, parce qu'à mon avis, il y a une forme de panique dans les milieux médiatiques occidentaux par rapport à Russia Today, mais par rapport à l'action médiatique en général, parce qu'il y a, si vous voulez, une croyance en l'importance névralgique de l'élément médiatique pour mener toutes les guerres occidentales. On voit que c'est une constante pour ce qu'on appelle les guerres non conventionnelles. Ça a été fait par exemple pour la guerre en Irak, où il y a eu au moins 1 million de morts qui sont des crimes de guerre, mais qui ne sont pas pour autant critiqués dans les plateaux de télévision occidentaux. Il y a eu aussi, par exemple, le bombardement physique de la télévision serbe à Belgrade, le bombardement physique de la télévision allemande lors de la guerre du Liban en 2006. Et donc, il y a vraiment une centralité dans la doctrine occidentale de l'importance médiatique, et c'est en ça qu'on use directement de l'arme de l'hypocrisie, du mensonge, mais aussi de la répression et de la censure. Monsieur Esteban Silva, vous êtes avec nous ? On voudrait un petit peu écouter votre son de cloche concernant justement cette fermeture arbitraire d'un média qui apportait un petit peu un autre son de cloche sur les événements dans le monde et surtout en Ukraine et en Syrie. Tout à fait. Si vous me permettez, ceux qui ont bien d'écouter, de voir les soi-disant, moi je dis soi-disant, journalistes du journal Libération, il semble plutôt un porte-parole de l'OTAN. C'est de l'idéologie toute pour. Parce que ce qu'il a dit, c'est qu'il a tenu des propos pour qualifier un moyen de communication comme RT absolument d'une façon idéologique. Et il a dit une arme de guerre. Hein donc il était un porte-parole des intérêts de l'OTAN. Donc même si il est un journaliste, au moins je mets en doute ça, mais ce qu'on a vu, il n'a pas parlé en journaliste, il a parlé en porte-parole des intérêts de l'OTAN dans une guerre contre la Russie, d'une part. Deuxièmement, moi j'aimerais bien aussi, je partage ce qui a été dit par les collègues qui sont dans les studios, RTR dans le cas de l'Amérique latine, par exemple, c'est aussi un moyen de communication pluriel qui a beaucoup apporté, comme des autres moyens de communication, par exemple des chaînes de télé-sourds ou des autres, pour montrer une autre réalité et pour faire passe des reportages qui montrent de ce qu'est les grands moyens de communication, les propriétaires de ces grands moyens de communication, les chaînes de radio, les chaînes de télévision, les journaux, etc., dans la plupart de nos pays en Amérique latine, au Caraïbes, qui sont aux mains des groupes économiques concentrés qui montrent une partie de la réalité et finalement, ce sont des moyens de communication qui installent une idée concrète, manipulée de la réalité face à des millions de téléspectateurs, des gens qui cherchent à avoir des informations d'une façon plus plurielle. Et dans ce cas-là, c'est vrai que ce qui vient de se passer, c'est un attentat à la liberté d'expression de la presse, mais aussi ça montre finalement qu'est-ce que ça veut dire la liberté de presse dans la logique des pays de l'OTAN quand il s'agit de créer un sens commun et de le reproduire et l'installer sur les populations, non, pour défendre une vision idéologique et politique et économique. Oui, merci Monsieur Esteban Silva. Restez avec nous. Reda Harirash, on a écouté justement le journaliste de Libé, c'est quand même aberrant d'écouter un petit peu des attaques directes contre un média, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas cette solidarité éditorialiste, quoi. Il n'y a pas de solidarité à partir du moment où le contenu qui est produit par Russia Today vient bousculer les idées reçues de ces médias qui, depuis longtemps, ont cessé d'être les porte-paroles
de l'opinion publique pour devenir uniquement que les perroquets, en quelque sorte, d'un pouvoir médiatique qui est de plus en plus concentré entre quelques mains, en France ou ailleurs dans le monde occidental. Et donc, ça porte atteinte à Libération, qui est un journal de gauche, qui a toujours défendu justement un petit peu la parole de l'opprimé, etc. C'est justement pour ça que les opinions publiques se sont détournées de ces journaux, dont notamment Libération, pour aller chercher une information qui soit plus neutre, qui soit plus crédible au sein de Russia Today. Et à mon avis, c'est une atteinte aussi bien à la liberté d'expression qu'à la démocratie elle-même, puisque en principe, la démocratie, elle est régie par une bataille d'opinions. Et il peut y avoir plusieurs opinions. Et à partir du moment où une opinion n'est pas respectée, cette opinion, elle peut émaner aussi bien des citoyens que d'un groupe médiatique quelconque. Ne pas l'accepter, quelque part, c'est ne pas accepter aussi bien le challenge que la course qui existe entre les différentes sphères médiatiques. C'est ça la démocratie, hein, parce que finalement, si on se met déjà, il y a cela quelques lustres, Al-Manar, qui est la chaîne du Hezbollah était considéré comme une chaîne... Que le CSA a fermé. Hein? Oui, que le CSA a fermé. Déjà, ça a été une première atteinte à la liberté d'expression vis-à-vis d'un peuple, c'est-à-dire le peuple libanais et le peuple palestinien, et qui se battent pour leur autodétermination pour les Palestiniens et pour l'intégrité de leur territoire pour les Libanais. On leur a fermé cette chaîne-là. Bon, maintenant on continue, on va toujours dans le même... La chaîne existe toujours, mais elle ne diffuse pas en France. Oui, c'est-à-dire qu'elle ne diffuse pas. Elle diffuse un JT en France. Elle existe à Beyrouth. Oui. Maintenant... Elle est sur Nilsat. On est passé à une autre étape, c'est-à-dire que Russia Today, qui était apprécié par beaucoup de gens, aussi bien en France qu'en France, ben, on est en train de museler quelque part l'opinion publique. Et ça, c'est pas bon pour une démocratie. C'est pas bon pour une démocratie parce que... Ce qui est désolant, Reda, c'est que de voir un journaliste, comme l'a souligné M. Esteban, un journaliste qui s'attaque à notre média, un journaliste qui parle comme un politique, c'est pas un député, c'est pas un porte-parole de l'OTAN, comme il a dit. C'est vraiment un journaliste, oui, qui attaque un média. Parce que quand on est journaliste, vous l'êtes, Salim et tous les confrères ici, on est censé apporter une preuve. Si vous dites que RT est une arme de guerre, il faut bien apporter la preuve. Et c'est ça le travail du journaliste. Accuser, c'est trop simple d'accuser. Mais est-ce que c'est vrai que c'est une arme de guerre? Et pourquoi, comme l'a expliqué son père, pourquoi d'autres médias qui nous donnent une partie de la vérité par rapport à la guerre en Ukraine, comme c'était le cas en Irak, comme c'était le cas en Afghanistan, comme c'était le cas ailleurs dans le monde lorsqu'il y a eu des guerres menées, notamment par les États-Unis, on est vraiment dans la même phase. Mais contrairement à ce que certains journalistes et médias affirment, Russia Today donnait la parole aux deux camps dans la guerre en Ukraine. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une communication à sens unique, comme on veut le prétendre. Oui. À l'heure actuelle, personne... c'est valable dans tous les pays de l'Europe, notamment de l'Union européenne. En Amérique du Nord, peut-être il y a des exceptions. D'ailleurs, moi j'étais étonné qu'on diffuse sur RT parfois le discours de Zelensky, alors que c'est l'ennemi public numéro 1 en Russie. Oui, à l'heure actuelle, si vous êtes contre la guerre en Ukraine, si vous avez des arguments, vous ne passez pas dans les médias mainstream actuellement. C'est très clair. C'est pour ça que, à raison, en parlant qu'il y a vraiment une atteinte à la liberté d'expression, parce qu'il y a des gens qui sont contre la guerre en Europe. C'est pas tout le monde qui est favorable à la guerre. La preuve, des manifestations en Pologne, en Allemagne et ailleurs. Mais le récit sur la guerre, il est tronqué. Il y a un récit qui est préfabriqué. Oui. Il a suffi qu'un comédien, un artiste parle un petit peu, critique un petit peu la médiatisation de l'Ukraine, pour qu'on s'attaque à son film. Omar Sy, pour le film Le Tirailleur. Oui, ça veut dire qu'on n'avait pas le droit de critiquer la médiatisation. C'est ce qu'on appelle la pensée unique. J'aimerais juste une observation sur Libération et sur l'évolution, parce qu'à la base, c'est un journal qui a été lancé par ce qu'on appelle le courant maoïste, mais qui a été repris ensuite par le courant oligarchique, et c'est pas vraiment la gauche. C'est ce qu'on appelle la c'est une social-démocratie libérale qui est très très liée
à la fois. Et plus tard, hein, plus tard dans les années 2000. Dans les années 90, 90 ouais. Notamment, il y a vraiment une évolution vers un courant social Parce qu'il était en crise, libéral, il a été racheté par les qui est oligarques. lié à l'évolution, si vous voulez, du groupe de gauche au Parlement européen, qui est actuellement d'ailleurs impliqué directement dans le scandale de corruption à travers Eva Kaili, qui est l'ancienne présidente du Parlement européen, qui est à peu près du même bord politique. Et ce courant, justement, a été connu pour soutenir de manière farouche déjà les crimes de l'apartheid sioniste en Palestine, mais aussi pour couvrir les pratiques criminelles du régime d'occupation marocain au Sahara occidental. Depuis un moment, c'est censé être des gens qui défendent le droit, par exemple, international, mais on a remarqué que ça a été utilisé. D'ailleurs, c'est une doctrine vraiment centrale dans ce qu'on appelle les guerres hybrides qui sont menées, par exemple, l'invention de ce qu'on appelle le droit d'ingérence humanitaire, qui a permis de déstabiliser des pays comme la Libye, par exemple, ou d'autres pays. Et donc, on retrouve vraiment une dérive de ce qui était à un moment une gauche militante qui a bénéficié des mouvements de libération africains, mais qui ensuite a été repris de manière, maintenant on le sait, monnayée, parce qu'il s'agit aussi de grands réseaux de corruption organisée, et qui se retrouve comme étant l'outil principal, si vous voulez, d'une guerre d'agression permanente contre les peuples et contre les classes populaires dont elles sont censées émaner. Voilà. Voilà, on va fermer le dossier Russia Today en espérant justement qu'il y ait plus d'ouverture d'esprit et d'expression pour ce média qui apporte sa vérité sur le conflit ukrainien. Et il y a également un média important. Savez-vous quelle est la plus ancienne radio d'Europe? C'est la BBC. Bien sûr, la BBC. Le groupe Queen a réservé une chanson, Radio Gaga, pour rendre hommage à cette radio. Et la BBC arabique a été lancée en 1938. C'était Justement, la radio BBC arabique s'est éteinte ou a fermé ses ondes, mais elle restera toujours vivante ou très sonore sur l'espace digital. On va écouter le dernier disons JT, hein, on peut dire ça. Oui, c'est la dernière présentation. Dernière présentation de Mahmoud Al-Moussalami, qui a présenté avec toute son émotion et tout son savoir-faire le dernier journal radiophonique de la BBC arabique. وضع النقطة الأخيرة في السطر الأخير من تاريخ ومسيرة إذاعة بي بي سي، وقبل أن تأتي اللحظة الصعبة وهي صعبة علينا جميعا، دعونا نجعلها لحظة احتفاء وتقدير واعتزاز. احتفاء بما قدمته إذاعتنا من عطاء وإرث نفخر به جميعا، وأيضا بمن ساهموا في هذه المسيرة الحافلة والباقية مهما مر الزمن. نتذكر بكل الاعتزاز والتقدير من رحلوا عن عالمنا، وندعو بالصحة والعافية لرفاق المشوار وهم بالتأكيد معنا الآن. ثم لكم أنتم رصيدنا الأكبر والأعز يا مستمعين الأعزاء، تحية لوفائكم ومحبتكم وإخلاصكم، كل الشكر والتقدير والامتنان على مر هذه المسيرة. أنتم الركن الركين في مسيرتنا، لا يمكن أبدا أن نفرط في هذا الزخم الرائع. وكما بدأنا نختتم بالشعار الغالي: هنا لندن، القسم العربي بهيئة الإذاعة البريطانية. وأيضا هنا لندن بي بي سي. Voilà, c'était un moment émouvant et très passionnant. La dernière présentation du journaliste et rédacteur en chef d'ailleurs de BBC arabique, Mohamed El-Moussalimi. Moussalami, qui est rédacteur en chef historique de BBC, parce qu'il a formé des générations de journalistes de la BBC arabique. Il a formé certains journalistes qui sont passés à Al Jazeera. Al Jazeera et d'autres chaînes, hein, France 24, tout à fait. BBC D'ailleurs, arabique. on lui reproche de ne pas être passé sur Al Jazeera. Et la BBC arabique a aussi une version télévision. Personnellement, j'ai eu déjà à intervenir à collaborer à la BBC arabique et je sais que Mohamed Moussalami et d'autres journalistes sont des journalistes de grande qualité professionnelle, que ce soit pour la présentation, pour la langue, pour
pour la voix. Et la BBC arabique a fait ce choix qui est un peu curieux parce que BBC arabique, London, est une radio historique dans le monde arabe. Créée en 1938 au Caire. 1938, oui. Et elle, Kulthum, Fayrouz, Sabah, Mohamed Abdel Wahab, les grands chanteurs, les grands artistes arabes sont passés par cette antenne. Kulthum qui donnait rarement des interviews comme Fayrouz. Et donc elle a traversé le siècle arabe, elle a traversé les révolutions, les changements de président, les changements de pouvoir, l'émergence de la société. Donc c'est une radio qui a un héritage notamment au Moyen-Orient. Elle avait même une revue dans les années 70 qui s'appelait Huna London, une revue culturelle, artistique, etc. Et cette radio, maintenant, elle va passer dans le numérique. C'est un choix fait par la BBC. BBC qui est une grande institution. C'est un choix économique, hein, puisqu'il affirme qu'ils font une économie de 500 millions de livres sterling par an. Hein. Et ça touche la radio la plus emblématique de BBC. C'est quand même curieux, parce que la BBC diffuse aussi en Swahili, diffuse en Pashtun, en Hindi. Il y a 382 employés qui vont quitter leur poste, justement, leur emploi sur la BBC World Service. Oui, World Service, parce qu'elle a un service en anglais et donc bien sûr d'autres langues. C'est une radio qui a aussi qui va être sur les plateformes, parce qu'il y a une nouvelle plateforme qui s'appelle Huna London, où le contenu radio va être sur les plateformes. Ce qui est un peu unique pour la BBC, c'est la seule radio au monde qui met à la disposition des auditeurs ses archives. Les archives de BBC arabique vont être diffusées, parce qu'il y a même à Londres une chaîne qui s'appelle BBC Radio 4 Extra, qui est spécialisée uniquement dans la diffusion des archives. Ça veut dire que la radio va exister autrement, et on va donner une autre vie aux radios. C'est pas peut-être le meilleur. Est-ce que c'est une bonne stratégie, messieurs? Oui, Sofiane. Moi, j'aurais juste une petite observation, c'est-à-dire aussi pour revenir au premier, la BBC s'est fait connaître dans le combat anti-nazi à travers la victoire contre le nazisme. Et RT, justement, sa ligne directrice, c'est la dénazification actuellement. Et on voit un peu le paradoxe, si vous voulez, le retour de l'histoire par rapport à ça. Sinon, par rapport au point de vue économique, moi, je pense que la radio BBC, et même la forme radio, était vraiment concurrencée dans le monde arabe par, si vous voulez, un service qui se développe de plus en plus. Et il y a aussi, si vous voulez, le ticket, le fait que ce soit une radio arabe mais britannique qui pouvait un peu poser problème éventuellement pour, si vous voulez, vraiment élargir le marché. Pour l'histoire, Reda, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on a lancé justement la radio en arabe en 1938 au Caire? Il y avait la volonté des Britanniques de vouloir maintenir une même se redéployer. C'était juste 2 ans après le décès de Laurence d'Arabie, dans un accident de moto. Il avait fini donc sa carrière au Moyen-Orient. Et les Britanniques étaient concurrencés par leurs cousins germaniques allemands pour le contrôle notamment des puits de pétrole au Moyen-Orient, mais également dans le Caucase. Et ils voyaient effectivement que l'opinion publique arabe au Moyen-Orient était travaillée également par le camp de l'Axe, c'est-à-dire les Allemands et accessoirement aussi les Italiens. Donc à ce moment-là, il a été décidé de créer cette chaîne-là pour gagner de nouveau la sympathie des opinions publiques arabes en leur promettant par la suite un autre régime qui serait plus proche de l'autodétermination, puisque l'Égypte, à partir de 1936, a commencé petit à petit à devenir quasiment indépendante. Et les Britanniques, à travers cette chaîne-là, ont réussi quand même leur pari, c'est-à-dire une bonne partie des élites arabes se sont mobilisées quand même aux côtés des Alliés lors de la Seconde Guerre mondiale pour soutenir l'effort de guerre contre les puissants de l'Axe. Donc moi, je pense que même si effectivement la BBC doit en quelque sorte faire son aggiornamento, mais elle a quand même un côté, disons, de grand-mère qu'elle devrait toujours conserver, parce que la BBC, c'est quasiment un musée du point de vue... c'est la plus ancienne radio. C'est la plus ancienne radio au monde. Et il y a beaucoup de gens qui ont continué à la suivre. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne sont pas intéressées par Al Jazeera. Il y a des personnes qui ne sont pas intéressées par ces nouveaux médias et qui veulent conserver ce style
très propre à la BBC. Hein. Très sobre aussi. Donc oui, cette sobriété-là, bon, c'est un choix qui est fait par la rédaction et fait par la direction de la BBC, mais je pense qu'il devrait quand même conserver en gros le fond, ce qui a fait la force de cette chaîne-là, c'est de pouvoir de nouveau, si les Britanniques veulent de nouveau gagner la sympathie des pays arabes et musulmans, ils devraient de nouveau s'appuyer sur cette BBC d'une manière ou d'une autre. Mais la chaîne de télévision existe toujours. Oui, merci. Voilà. Merci messieurs, merci Faisal, merci Reda et Sofiane. Merci à monsieur Esteban Silva Quadra, analyste politicien chilien qui intervenait en direct avec nous sur Mediapro pour parler justement de la fermeture de Russia Today. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau sujet, un nouveau numéro, toujours dans le domaine des médias et de la télévision. Restez branchés sur Al24 News. Bonsoir.